Donc, je me représente très rapidement. Je m'appelle Didier Margret. Je suis bénévole à l'ADI depuis 5 ans environ et j'accompagne les porteurs de projets sur leur business plan, sur leurs activités commerciales, sur leur prévisionnel jusqu'à l'immatriculation et pour certains, après l'immatriculation, pour les aider à gérer un petit peu l'entreprise. Alors, on ne me voit pas, je vais essayer de mettre ma caméra, mais j'ai peur que ce soit un problème de bande passante parce que j'ai des petits ronds qui me disent que je ne peux pas mettre ma cam. Alors là, je dirais que dans le pire des cas, le mieux, c'est qu'on entende. Si on ne peut pas Oui, mettre la caméra, on ne mettra pas la voilà. caméra. Parce que là, ça tourne. J'ai un truc qui tourne là où je devrais. Voilà. Tu as présenté l'ADI? Pas encore, en fait. En fait, au moment où j'allais le faire, tu es revenu. Donc, je vais me présenter aussi de mon côté. Donc, je m'appelle Cassandra Le Grusly et pas association ADI 1. Et je suis chargée de projet au siège de l'ADI et je suis en charge notamment de la programmation des webconférences de l'ADI. Donc, de pouvoir choisir différents sujets, soit directement des sujets ADI qu'on présente directement, soit par des conseillers ou des bénévoles, ou plutôt parfois aussi avec des partenaires de l'ADI, notamment Google, Live Mentor, Shine, etc. Alors, bon, ce qu'on va aborder aujourd'hui, donc moi je vais aborder avec vous l'ADI en elle-même, l'association, et ensuite Didier prendra le relais sur les objectifs de ce webinaire, le plan de financement, le compte de résultats et le plan de trésorerie. Gros sujet aujourd'hui très technique, donc restez bien attentifs. Et enfin, je reprendrai la parole pour vous présenter un petit peu les offres de l'ADI et de nos partenaires. Alors, donc je pense que certains, je reconnais certains noms, donc je pense que certains savent très bien qui on est, mais pour celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, l'ADI, nous, on est une association, on est reconnu d'utilité publique, on n'est pas du tout une entreprise, et on a été créé il y a 35 ans. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir aider celles et ceux qui ne peuvent pas être financés par le système bancaire traditionnel, parce qu'ils ne sont pas forcément, on va dire, dans les clous, parce qu'ils ne sont pas forcément en CDI, que malheureusement ils sont en CDD, en intérim, qui sont parfois au RSA. Ça peut être aussi des personnes qui sont au chômage, etc. Et donc, avec lesquelles les personnes sont aussi frileuses. Parfois aussi, le projet peut être trop original et les banques ne vont pas vouloir forcément suivre. On va aussi financer des personnes qui sont fichées Banque de France, mais cela va demander aussi un accord de la Banque de France. Voilà. Donc, on est vraiment présent partout, à la fois en métropole, mais aussi dans les Outre-mer. Donc, je ne sais pas s'il y a certaines personnes des Outre-mer qui sont présentes avec nous. Donc, il y a sûrement une agence ADI ou une permanence chez un partenaire qui est proche de chez vous. On a plus de 200 agences et 390 permanences. Donc, normalement, je pense que pas très loin de chez vous, il doit y avoir une agence. Aujourd'hui, on est 1200 bénévoles, dont fait partie Didier, et 850 salariés. Bah, on a des personnes de La Réunion. Et vous avez des agences sur La Réunion. Alors, nos missions aujourd'hui, donc, ça va vraiment être de conseiller, de financer toutes celles et ceux qui souhaitent devenir entrepreneurs, mais qui en sont pas empêchés. C'est ce que je disais précédemment, parce que les banques traditionnelles ne vont pas forcément vous suivre sur le projet, vous n'avez pas forcément d'apport. Ensuite, on va aussi vous accompagner. L'objectif, ce n'est pas uniquement de vous financer, c'est aussi de vous accompagner avant, pendant et après l'immatriculation. Et parfois, vous êtes déjà entrepreneur et vous avez besoin de développer votre entreprise. On peut vous financer et vous accompagner. Et ensuite, on a aussi une mission de plaidoyer, donc auprès des pouvoirs publics, pour pouvoir promouvoir l'initiative économique pour tous. Eh bien, Didier, je te laisse la main. Voilà. Alors, j'ai coupé ma caméra. C'est pas que j'ai peur de me faire voir, mais c'est que manifestement, quand je mets la caméra, ça augmente les problèmes. Donc, on va parler de 3 choses qui sont extrêmement importantes quand on veut démarrer une entreprise, quelle que soit sa taille. Donc, pour démarrer son entreprise, il faut faire ce qu'on appelle un business plan, qui peut être plus ou moins élaboré. Et c'est souvent sur la base de ce business plan qu'on va pouvoir convaincre les gens de vous aider, que ce soit pour avoir un prêt pour démarrer l'activité, mais ça peut être aussi pour avoir un local, pour avoir des moyens, pour avoir des subventions, pour avoir tout un tas de choses. Les gens vont essayer de tester la crédibilité de votre projet au travers de ce qui aura été écrit dans ce business plan. Ce business plan, il va expliquer ce que vous faites, votre métier, mais aussi il va avoir un volet financier
avec les chiffres, ce qu'on va appeler les chiffres clés de votre projet, qui vont être examinés par les financeurs ou par les gens qui peuvent vous aider d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a plusieurs types de chiffres qui sont importants. Je vais commencer par le deuxième, c'est le plan de financement. Donc, au départ, et on va aller en détail après, on doit bien réfléchir à quelles sont les ressources dont j'ai besoin pour démarrer mon activité. Cela signifie que il peut y avoir des ressources dont on aurait besoin, mais que l'on pourra financer au bout de 6 mois ou 1 an, une fois que l'entreprise est bien démarrée. Donc, il faut être à la fois complet, mais aussi minimaliste pour pouvoir partir. Après, on abordera ce qu'on appelle le compte de résultat, donc qui est le document sur lequel on va voir si mon entreprise elle est rentable ou pas. Donc ça, c'est une deuxième chose qui est extrêmement importante. Une entreprise qui n'est pas rentable, dont on voit manifestement qu'elle ne peut pas gagner d'argent, soit on revoit le modèle, soit on n'y va pas, parce qu'on est sûr de perdre. Et puis, on finira par ce qu'on peut appeler le nerf de la guerre, c'est-à-dire le plan de trésorerie. La trésorerie, on peut gagner de l'argent et avoir une trésorerie négative. C'est comme je gagne un salaire, mais mon compte en banque est dans le rouge. Ça veut dire que je dépense plus que ce que je gagne. Donc, il faut avoir une trésorerie positive pour que l'entreprise soit viable et crédible. Je vois, ça ne marche plus. Est-ce qu'on m'entend? On entend bien, je ne sais pas pour les autres personnes. Oui, si ça marche. Ouais, parfois, bon, c'est individuel. J'ai eu un peu peur en voyant le chat. Bon. Donc, le premier volet qui est très, très important, c'est de faire ce fameux plan de financement. J'ai une idée, je veux développer une activité. Je vais devoir réfléchir à l'ensemble des besoins que je vais avoir avant même de démarrer. Donc, ça peut être des investissements de matériel, des outils, ça peut être un véhicule, ça peut être des frais pour s'installer dans un local, donc des frais d'agence, des frais, des mois de caution, ça peut être des formations, ça peut être un stock initial, si je dois transformer des produits, et ça va être aussi une trésorerie de sécurité. On va regarder ça un peu plus en détail après. Donc, on va lister tout ça, on va trouver un certain nombre d'euros, et en face, il va falloir réfléchir à quelles sont les ressources que je peux mettre en face de ces besoins pour équilibrer la balance. Donc, en ce qui concerne la trésorerie de sécurité, ça c'est très important parce que quand on commence une entreprise, on va prendre des premières commandes, idéalement dès le premier mois ou le plus vite possible, réaliser les prestations ou les produits concernés, facturer et encaisser l'argent. Le délai moyen de tout ça, on est très largement à 1 mois, voire plus, suivant les activités. Et malheureusement, dès que vous avez démarré l'entreprise, vous devez avoir des charges à payer. Si par exemple vous avez un local à payer, votre bailleur, il ne va pas attendre que vous ayez encaissé vos factures pour vous demander le loyer. Donc, il faut avoir sur son compte en banque environ 2 à 3 mois de ce qu'on va appeler les charges fixes. On y reviendra plus en détail tout à l'heure, pour pouvoir payer les charges qui sont incontournables et tenir jusqu'à ce que vous rentriez de l'argent sur votre compte. D'accord ? Ici, c'est un exemple de plan de financement. Donc, une entreprise qui n'aurait pas de loyer d'avance, ni d'honoraires d'agence, mais un dépôt de garantie, pas de travaux. Ça peut être si je dois aménager un local pour faire mon activité. Des petits équipements, ordinateurs, etc. Il n'y a pas d'outillage, il y a un achat de véhicule, donc cette personne doit se déplacer pour faire son activité.
Elle a mis un petit peu de frais de publicité, donc ça va être souvent pour démarrer des cartes de visite, des petits flyers ou bon, il y en a qui vont faire de la publicité digitale aussi, pourquoi pas. La trésorerie de sécurité, vous voyez que c'est un volet assez important du besoin initial, 2 000 €, ça fait presque le tiers du total. Un petit peu de stock de produits pour commencer. Elle veut faire un site internet, bon, manifestement, qui est plutôt un site de notoriété. 500 €, on est plutôt dans le minimal. Et donc, l'addition de tous les besoins fait 6 776 €. Donc ça, c'est une somme qu'il faut bien travailler. Et si vous avez un projet avec l'ADI, n'hésitez pas à confronter votre plan de financement avec les conseillers de l'ADI ou avec des bénévoles qui sont attachés à vos conseillers. On a l'habitude, métier par métier, de challenger les sommes que vous pouvez mettre en disant attention, là, c'est pas beaucoup ou là, c'est trop, pour vous aider à optimiser cette partie-là. D'accord ? Donc ça fait partie de la mission ça fait partie de la mission des bénévoles et des conseillers de l'ADI. Donc la personne sur laquelle on est en train de discuter a un apport personnel de 2 000 €. Ça veut dire qu'il lui manque 4 776 €. Donc il va falloir aller les chercher sur un prêt. Donc un prêt ADI, par exemple. Il y a une chose qui est très importante à prendre en compte quand on fait son démarrage d'entreprise. Souvent, le réflexe normal est de se dire je vais emprunter le moins possible parce que j'ai des intérêts à payer et je vais utiliser le maximum de mes ressources disponibles sur mes économies. Ce n'est pas nécessairement un très bon calcul. Pourquoi ? Toutes les sommes, quand vous décidez de vous lancer dans l'entreprise, toutes les sommes que vous allez financer, vous avez un risque de perte sur ces sommes, mis à part la trésorerie de sécurité. Si vous achetez des équipements, je ne sais pas, un couturier, il veut acheter des machines à coudre, il risque de les revendre peut-être d'occasion, à moitié prix, et pour certaines sommes, elles vont être totalement perdues. Un loyer d'avance, il sera perdu. Des honoraires d'agence, ce sera perdu. Si vous avez mis toutes vos économies, vous vous retrouvez avec rien. Si par contre vous gardez un petit peu d'économies et que vous empruntez un peu plus, ça vous permet, en cas d'échec, de pouvoir lisser le problème sur la durée du prêt. Donc, il faut savoir que toute entreprise, même si elle a des ressources, va chercher de l'argent pour se financer. Donc, prendre un crédit pour financer une entreprise, ce n'est pas une tare, c'est le contraire d'une tare. C'est quelque chose de bon, même s'il y a des intérêts. Au bout du compte, quand on va voir tout à l'heure les documents suivants, l'intérêt qui est payé n'est qu'une toute petite partie des charges que vous aurez à payer dans une entreprise. Voilà. J'avance un petit peu. Donc ici, vous avez un QR code qui vous permet, ou vous avez également l'adresse, de pouvoir faire en ligne votre plan de financement. Donc on va le laisser quelques instants que vous puissiez le flasher, aller sur le site. À l'issue, de toute façon, quand j'enverrai le mail de remerciement, je vous remettrai le lien si vous n'avez pas eu le temps de prendre de capture d'écran ou de scanner le QR code. Voilà. Donc, les outils dont on va parler aujourd'hui, vous les trouvez de manière plus ou moins élaborée sur le site de l'ADI. Donc, c'est très bien de commencer à faire ça parce que ça vous permet d'aller voir les conseillers et les bénévoles avec un pré-projet et donc ça va beaucoup plus vite. C'est bon, je peux passer ? Je passe. Alors, le deuxième document qui est extrêmement important, c'est de faire un prévisionnel de son compte de résultat. Donc, le compte de résultat, c'est un document qui est de nature comptable.
il est relativement simple tant qu'on est en entreprise individuelle. Il devient un petit peu plus compliqué lorsqu'on est en société, en SASU par exemple. Néanmoins, les basiques sont les mêmes. Et c'est sur ce document qu'on va comprendre si l'entreprise gagne de l'argent ou n'en gagne pas. Donc ça va permettre de valider les données clés de votre entreprise. La première donnée, je crois qu'il y a un slide après, c'est le chiffre d'affaires. Je vais vous expliquer comment on calcule un chiffre d'affaires. Et le but, c'est que le chiffre d'affaires, moins les charges fixes, moins les charges variables, donne un résultat positif. Si ce résultat est positif, vous gagnez de l'argent, l'entreprise est viable. Si ce résultat est négatif, c'est qu'il y a un problème, soit avec vos prix, soit avec vos quantités, soit avec votre modèle. Alors pour ça, on va découper ces dépenses en deux types de nature. La première, c'est ce qu'on va appeler les dépenses fixes ou les charges fixes. Les dépenses fixes sont les dépenses que vous devrez faire, quel que soit le niveau d'activité de l'entreprise. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui aurait un magasin physique et qui vend des produits dans son magasin. S'il vend 0 produit pendant un mois, de toute manière, il va devoir payer son loyer, son électricité, son eau s'il a de l'eau, son assurance, son téléphone, le remboursement de ses crédits, etc. Donc ça, on va catégoriser ces dépenses comme étant fixes parce qu'elles ne sont pas liées au chiffre d'affaires que l'on va faire dans le mois ou dans l'année. C'est important de bien les identifier. C'est aussi important de les minimiser parce que c'est les dépenses les plus risquées. Vous ne gagnez pas d'argent, vous êtes sûr de dépenser ça. D'accord ? Les autres types de dépenses sont ce qu'on va appeler des dépenses variables avec le chiffre d'affaires. Donc, si je suis toujours dans mon magasin où j'achète des produits de l'épicerie, par exemple, et je le revends. Si je ne revends rien, mes dépenses variables vont être nulles parce que je ne vais pas réapprovisionner mon stock. Si je suis en micro-entreprise, mes cotisations sociales vont être en fonction du chiffre d'affaires que j'ai fait dans le mois. Si j'ai fait 0 chiffre d'affaires dans le mois, je vais déclarer 0 à l'URSSAF et je paierai 0 charge. Ce que je dis là est vrai en entreprise individuelle, sous le régime de la micro-entreprise. C'est un peu moins vrai en société, puisque en société, malheureusement, on va quand même payer un certain niveau de charge. J'espère que c'est très clair. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. J'essaie d'avoir un œil dessus. C'est bon sur le chat, ça suit? Parfait, merci. Alors, le chiffre d'affaires. Pour calculer son chiffre d'affaires, c'est la multiplication du prix de vente de vos produits par le nombre de vos produits. Un produit, ça peut être un service ou ça peut être un produit physique. Pour faire simple, je vais prendre une activité, mettons, de coiffure. Je vais simplifier, je vais modéliser mes coupes en disant, je fais en moyenne, ma coupe va coûter 50 €. Je modélise le nombre de coupes que je peux faire par jour. Admettons 20 coupes par jour, c'est peut-être beaucoup. Allez, 10 coupes par jour, ça fait 500 €. Je travaille 20 jours par mois, ça fait 500 fois 20 jours, ça fait 10 000 € par mois. Après, on peut le calculer à l'année, etc. Vous voyez comment on construit un chiffre d'affaires? Ça marche toujours comme ça. Si je fais de l'achat-revente, j'achète un produit, mettons 50 €, je le revends 80 €, je gagne 30 € à chaque fois. Je vais calculer mon chiffre d'affaires sur les 80 € multiplié par le nombre de fois où je vends ce produit 80 €. Si je fais du service, je vends mes journées à, mettons, 400 € la journée. Je vends 10 jours
de prestations par mois, 10 fois 400 euros, 4 000 euros à la fin du mois. Donc ça, c'est extrêmement important parce que d'un métier à l'autre, on ne va pas avoir exactement la même manière d'appréhender le problème. Il faut toujours voir les choses de manière macroscopique, ne pas aller dans le détail. Si je suis épicier, je ne vais pas multiplier le nombre de boîtes de petits pois par le prix des boîtes de petits pois. Je vais faire des catégories, produits frais, produits de conserve, etc., avec des prix moyens. Dans un supermarché, on compte le caddie moyen. On dit le caddie moyen, c'est 150 euros. Je fais passer 1000 caddies par jour, ça fait 1000 fois 150 euros. Donc il faut toujours être assez macroscopique, sinon on se perd dans des détails et on n'y arrive pas. Donc ça, le chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui est important parce que quand vous rencontrez quelqu'un pour votre business, 9 fois sur 10, la première question qu'il va vous poser, c'est quel est votre chiffre d'affaires? Donc, ça situe tout de suite la taille de votre entreprise. Ça ne veut pas dire que vous gagnez de l'argent, mais ça vous situe. Donc, c'est une question à laquelle il faut savoir répondre rapidement et facilement. Ça va toujours? Parfait, merci beaucoup. Alors, pour calculer le prix de vente, calculer des prix de vente, c'est une des choses qui est les plus compliquées. Moi, j'ai tendance à décortiquer en 3 éléments la manière de faire un prix de vente. La première, vous devez faire, avant de vous lancer, un minimum d'études de marché. Donc, sur cette étude de marché, vous allez regarder le prix de vos concurrents et vous allez avoir une idée du prix de marché. Si je reviens à l'exemple de mon coiffeur ou de ma coiffeuse, le prix d'une coupe homme ou d'une coupe femme, on le connaît à peu de choses près. Donc, on regarde le prix de ses concurrents et on sait qu'on va devoir s'aligner à ce prix à plus ou moins 10% en fonction des différences qu'on va pouvoir offrir ou ne pas offrir à ses clients. La deuxième manière pour calculer son prix de vente, c'est de calculer ses prix de revient. Quelle est la matière dont j'ai besoin pour faire mon produit? Quelle est la main-d'œuvre dont j'ai besoin? Combien de temps je vais y passer? Quels sont les frais qui vont s'ajouter à mon prix de revient? Ça peut être des frais de déplacement, ça peut être de l'essence, ça peut être de l'énergie, ça peut être beaucoup de choses. Et je vais avoir, au niveau d'un produit, ce qu'on va appeler le coût de revient. J'y ajoute une marge, ça se transforme en prix de vente. Ça veut dire que quand on fait ces prix de vente, on doit se débrouiller pour que le prix de vente soit supérieur au prix de revient. Sinon, on ne gagne pas d'argent. Pour ceux qui se lancent, attention à 2 ou 3 choses. Généralement, quand on se lance, on peut avoir un certain nombre d'exonérations de charges sociales. Ça s'appelle l'ACRE, par exemple, où on divise les charges sociales par 2 si on répond à un certain nombre de critères. Par exemple, si on est à France Travail, si on habite dans un quartier prioritaire de la ville, si on a moins de 30 ans, si on est allocataire du RSA, etc. Donc, il y a un certain nombre de critères qui vont faire qu'on est aidé au départ. Surtout, ne pas calculer ses prix de vente en fonction de ce petit cadeau qui est fait, parce que le jour où ces aides s'arrêtent, vous devez remonter vos prix, et là, il n'y a rien de plus difficile que de remonter les prix. Deuxième chose où il faut faire très attention, quand on démarre en micro-entreprise, généralement, on va partir sous le régime le plus simple et on ne va pas être assujetti à la TVA. C'est-à-dire qu'on ne va pas récupérer la TVA de ses achats et on ne va pas facturer la TVA à ses clients. Ce qui est un avantage considérable puisque si on prend dans l'alimentaire, ça va faire 5,5%, mais sur des produits classiques, on va être à 20%. Ça veut dire que potentiellement, vous avez 20% de marge supplémentaire dans votre poche. Ne les donnez pas aux clients. Gardez-les pour vous. Donc, calculez vos prix de vente comme si vous étiez assujetti à la TVA. Parce que sinon, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, tout d'un coup, vous payez la TVA. Et là, si vous êtes sur un régime à 20%,
vous allez voir votre résultat se dégrader de 20% et vous risquez de ne pas tenir. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et la dernière manière de fixer un prix de vente, c'est de valoriser son produit ou son service. Parce que chaque produit que l'on va faire a une valeur. Et plus on est dans un domaine qui n'est pas, je dirais, vulgarisé, si on produit des articles de luxe, par exemple, si on fait des habits, ça ne va pas être la même chose si on fait des habits prêts à porter ou sur mesure. S'ils sont sur mesure, on va pouvoir ajouter une notion de valeur. Pareil pour des objets d'artisanat ou des choses comme ça. Et cette notion de valeur, quand on fait le prix, elle peut être importante. Si vous prenez un sac à main, par exemple, un sac à main, il est acheté sur sa valeur principalement. C'est-à-dire qu'il va y avoir le coup de cœur, il va y avoir le côté cadeau. Et là, on voit bien on va séparer ce qui est le prix de revient, le coût de revient, ce qui est le prix de marché, parce que des sacs à main, il y en a à 20 euros, à 200 euros, à 2000 euros. Donc, on voit bien que la différence entre ces différents sacs à main, elle va être surtout sur la valeur. Donc, pensez bien à la valeur que vous allez apporter avec vos produits ou votre offre ou vos services à vos clients. Plus vous valorisez, plus vous allez pouvoir faire de la marge. D'accord? Ça, c'est super important. C'est le dernier levier, générer de la valeur, montrer que ce que vous faites, c'est mieux que ce que font les autres. Et là, vous allez augmenter votre marge. Bon, là, je pense que j'ai parlé de ce qu'était la rentabilité. Donc, on va avoir une notion de ce qui s'appelle le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le point qui va faire que mon chiffre d'affaires permet de couvrir mes charges fixes, mes charges variables, et qu'il me reste de l'argent à la fin. Donc ça, c'est si je fais ça, eh ben c'est bon, mon projet est viable, mon entreprise est viable. C'est pas rare que la première année, on n'y arrive pas. Une entreprise, elle a une courbe de croissance et parfois au départ, eh bien, on n'a pas assez de volume. C'est pas un problème de prix, mais le volume n'est pas suffisant pour tout couvrir. Donc ça peut exister. D'où l'important d'avoir de la trésorerie de sécurité dans ce cas-là qui permettent de tenir plus que 3 mois. Ça va toujours ? Merci beaucoup. Alors, là, c'est un exemple. Comment calculer un prix de revient ? Je vais le faire assez simple parce qu'il est très détaillé sur le transparent, en prenant en compte les charges fixes et les charges variables. Donc là, on va calculer le prix de revient d'une pizza. Donc, et on va prendre l'hypothèse qu'on fait le pizzaiolo, son restaurant ou son food truck, peu importe, il est dimensionné pour faire 1000 pizzas par mois. Donc, on va prendre les charges fixes, donc le loyer, les frais, tout ce qui, bon, du personnel, s'il emploie du personnel. Et on va considérer qu'il a 1000 euros de loyer à payer, 600 de frais généraux, 1000 euros de personnel. En gros, il utilise une personne à mi-temps pour ce prix-là. Et ça va lui coûter en charge fixe par mois 3000 euros. On répartit ces 3000 euros sur 1000 pizzas. Ça veut dire qu'on va répartir sur chaque pizza 3 euros. La notion de quantité est toujours très importante quand on fait des calculs de prix. Après, donc ça, c'est les charges fixes. Quoi qu'il arrive, ces 3000 euros, il va devoir les dépenser. Après, on va avoir les charges variables, c'est tout ce qui va être lié à la production des pizzas. Donc, il va faire de la pâte, il va ajouter de la sauce tomate, des olives, du jambon, de je ne sais pas quoi, des emballages, de l'assaisonnement. S'il fait du livraison à domicile, carburant pour les motos qui vont travailler, personnel, qui peut être variable cette fois, parce qu'il aura plus de personnel s'il fait plus de pizzas. Et on fait à nouveau la somme, on trouve 4550 pour 1000 pizzas. Ça veut dire que chacune de mes pizzas va me coûter en charge fixe
3 euros et en charge variable 4,55 €. Donc le prix, le coût, je préfère utiliser le mot coût que le mot prix, le coût de revient de ma pizza va être 7,55 €. C'est clair? Je vois des choses sur la TVA. Apparemment, c'est la bonne réponse qui était mise. Donc, si vous vendez votre pizza à moins de 7,55 € et que vous en vendez 1000, vous êtes sûr de perdre de l'argent. Si vous vendez à plus que 7,55 € et que vous en vendez 1000, vous commencez à être rentable. Bien entendu, si vous vendez 2000 pizzas, l'avantage, c'est que vos charges fixes ne vont pas monter. Donc là, vous allez avoir une sur-rentabilité. Mais quand on fait ces calculs prévisionnels, il vaut mieux être réaliste, voire un peu conservateur. Parce que quand on fait ça sur un fichier Excel, c'est facile de dire je vais faire 2000 € au lieu de 1000 et je gagne de l'argent. Mais dans la vraie vie, ça va pas être aussi simple. D'accord ? Donc, il faut être très réaliste sur son marché et éventuellement un petit peu conservateur. Ça va toujours ? Non, car hop, je n'ai pas eu le temps de lire. Oui. Vous pourrez me reposer les questions à la fin. Je vais prendre plutôt voilà. Ça, c'est un compte de résultat d'un business plan récent, donc d'une entreprise de pâtisserie, qui a été fait sur 3 années. Alors, on peut se contenter de faire un prévisionnel sur la première année, c'est le minimum. C'est quand même mieux de raisonner sur 3 ans parce qu'on a des phénomènes. La première année, on a l'investissement qui peut impacter le résultat, alors qu'en régime régulier, année 2, année 3, on voit mieux ce qui se passe. Donc, sur cette entreprise-là qui vend des pâtisseries, on voit qu'il y a une croissance de chiffre d'affaires. Donc, c'est la multiplication du nombre de gâteaux par le prix individuel du gâteau. Donc, on passe de 79 000 € à 91 000 à 101 000 €. Il n'y a pas de vente de service. Ensuite, on retire les charges variables. Donc, les charges variables, dans l'exemple de la pizza, c'était la pâte, les olives, le fromage, enfin tout ce qu'on peut mettre dessus. Donc, on commence par retirer ça. Ensuite, on retire les charges fixes. Donc, en l'occurrence, on voit bien que la première année est plus lourde parce qu'il y a un local qu'il faut investir, donc il y a des frais d'agence. Il y a, après c'est principalement ça. Il y a les frais d'agence la première fois. Après, le reste est relativement stable. Mais souvent, on a un phénomène en première année de frais fixes qui peuvent être supérieurs parce qu'ils sont liés à l'investissement du départ. Les amortissements, c'est un mécanisme comptable qui vous permet d'amortir vos investissements de départ. Je ne vais pas aller dans les détails là-dessus, mais quand vous faites votre projet, vous pouvez en parler avec les conseillers. C'est ce qui permet de pouvoir réinvestir par la suite aussi. Donc, cette entreprise, elle a 6 000 de charges fixes par an au départ, qui deviennent 5 800, 5 900. Donc, le phénomène de baisse, il est simplement lié à l'investissement du départ. La personne a décidé de se verser un salaire de 22 000 la première année, 30 000 la deuxième et 36 000 la troisième. Sur ce salaire, elle va payer, et sur ce chiffre, elle va payer des cotisations sociales à l'URSSAF. Donc, les cotisations sociales, c'est... Alors, est-il possible ou légal de faire la pâtisserie chez soi et non dans un local? C'est possible, c'est légal, mais il faut respecter la loi, chaîne du froid et séparation des frigos, séparation des éviers. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et il faut une certification d'hygiène. Je reviens sur les cotisations. Donc, les cotisations, là, on voit un phénomène de hausse très forte. Pourquoi? Parce que sur cet exemple-là, la personne bénéficie de l'ACRE la première année, elle ne l'a plus la deuxième. Et on voit, patatrac, les cotisations sociales doublent. C'est là où je reviens sur le calcul des prix de vente. Ne prenez jamais en compte le fait que vous avez une aide pour calculer vos prix de vente. Parce que la deuxième année, vous êtes planté, les cotisations montent trop fort.
D'accord? Et donc, ça explique aussi que le résultat avant impôt de la société, il est de 13 000 la première année, mais il tombe à 5 800 la deuxième. Pourquoi? Parce qu'on paye beaucoup plus de charges. C'est clair? C'est très difficile de faire varier son prix de vente de la première à la deuxième année. Si vous vendez des pizzas, vous décidez de les vendre 10 euros la pizza, vous n'allez pas pouvoir la vendre 12 euros la deuxième année, parce que les gens ils seront habitués à un prix, et malheureusement, si vous passez de 10 à 12 euros, il y en a beaucoup qui risquent de vous abandonner. D'accord? Et ça s'applique aussi pour les prestations de services. Si je suis, par exemple, je veux faire une entreprise de web design, je suis web designer. Je commence à vendre mes journées à 400 euros, par exemple. J'ai des clients, si au bout d'un an, je leur dis maintenant c'est 500 euros, ils vont arrêter de venir chez moi. Donc, pourquoi l'augmentation des cotisations? Parce que cette personne, sur ce modèle-là, bénéficiait de l'ACRE la première année. Et aussi, je vois le commentaire, l'augmentation des salaires fait que il y a plus de cotisations à payer, plus de retraite, plus de sécurité sociale, etc. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est des choses. Comment faire des forfaits? J'ai du mal à comprendre. Je vous reposer la question après. Voilà. Donc, ces documents-là, avant de s'immatriculer, c'est important de les faire et de les discuter avec du personnel ADI qui va vous aider et qui va vous mettre le doigt éventuellement sur des choses un peu sensibles que vous n'auriez pas vues au départ. En particulier l'augmentation des charges année 2 et année 3. Il faut savoir que l'année la plus dure pour une entreprise, c'est la troisième année, parce que tous les effets de départ sont effacés et il faut être rentable la troisième année pour être sûr que c'est bon. Comment calculer le résultat avant impôt? Il y est là. C'est le chiffre d'affaires, moins les charges variables, moins les charges fixes, moins la rémunération, moins les cotisations, égale le résultat avant impôt. C'est bon? Un forfait qui comprend tout, vous allez modéliser, si par exemple vous faites un package, vous allez modéliser combien vous coûte à faire ce package, combien vous le vendez, vous dites ce package-là, je le vends 10 fois, 100 fois, 1000 fois dans l'année, et ce sera la même logique que sur des pâtisseries ou des pizzas. Ce sera exactement la même logique. Donc, et ceux qui font du service, généralement, vont avoir ce qu'on appelle un taux journalier moyen. Ils vont dire, je vends tant d'euros de l'heure ou de la journée. Si je fais des prestations de ménage, on va dire, je fais 25 euros de l'heure ou 30 euros de l'heure. Si je fais des prestations de services de consulting ou de formation ou de web design, là, on va travailler à la journée. On va dire c'est 400, 500 euros la journée, etc. Et là, c'est l'étude de marché qui va vous aider à savoir quel est le prix de marché pour quelque chose. D'accord? Je répondrai, il est 44, je vais accélérer sur la trésorerie et je répondrai de manière plus précise à vos questions, bien entendu, après. Alors, le dernier volet financier, c'est ce qu'on va appeler le volet qui est lié à la trésorerie. Donc, il faut bien regarder ça. Est-ce que tout ce que je suis en train de faire là, ça va coller avec ma situation personnelle? On fait une boîte, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour en tirer de l'argent et c'est pour vivre et c'est pour faire vivre sa famille. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, pour ça, première chose, quand on ouvre une entreprise, la loi ne vous oblige pas à ouvrir un compte en banque professionnelle si vous faites moins de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an pendant 2 années consécutives. Néanmoins, même si vous êtes dans ce cas-là, on vous conseillera toujours au minimum d'avoir un compte séparé sur une banque en ligne, sur ce que vous voulez, qui ne soit pas vraiment un vrai compte pro, donc ça ne vous coûtera pas d'argent. Mais le fait de séparer
très clairement, le compte en banque de la société, du compte en banque personnel est primordial parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir savoir ce que vous gagnez en tant qu'entreprise. Donc, vous pouvez transférer un salaire de votre compte qu'on va appeler professionnel vers votre compte personnel, mais vous aurez une comptabilité claire de ce qui se passe dans votre entreprise. Sinon, le risque est que vous ne compreniez pas ce qui se passe dans votre entreprise et vous ne pourrez pas savoir pourquoi vous gagnez de l'argent ou vous ne gagnez pas d'argent. Donc ça, c'est vraiment primordial. Même quand on a des petits chiffres, on sépare, on met un mur entre sa personne physique et sa personne entreprise, qui peut s'appeler une personne morale dans le cas où on a une société. Ça, c'est vraiment une règle d'or. C'est ce qui va vous permettre de savoir si effectivement, si mon compte professionnel se trouve dans le rouge, ça veut dire que j'ai un problème. Soit je ne vends pas assez de produits, soit je ne les vends pas assez cher, soit j'ai des conditions commerciales qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que je réalise des prestations, je me fais payer un mois après ou 2 mois après. Si ça se multiplie, on va avoir le problème. Soit j'ai des clients qui ne me payent pas. Malheureusement, j'ai fait le boulot, mais je ne suis pas payé. Tout ça, ça va se voir dans la trésorerie. D'accord ? Donc, faites des comptes séparés et faites en sorte que pour un compte d'entreprise comme pour un compte personnel, il faut éviter de l'avoir dans le rouge. Parce que s'il est dans le rouge, nécessairement, il faut refinancer et le banquier va vous faire payer ça très cher s'il a confiance en vous ou il va vous clôturer s'il n'a pas confiance en vous. Donc ça, c'est vraiment le nerf principal de la guerre, c'est d'avoir une trésorerie positive. Donc ça veut dire qu'il faut toujours s'assurer qu'on rentre l'argent le plus tôt possible. Si je fais des produits, j'essaye de me faire payer à la livraison. En micro, l'ouverture n'est pas obligatoire. Elle est obligatoire si on fait plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. D'accord ? Mais à moins de 10 000 €, c'est vrai que ce n'est pas obligatoire. Si vous faites des prestations de services, des choses qui sont un peu compliquées, si vous êtes artisan, demandez des acomptes, demandez des termes de paiement intermédiaires pour vous assurer que vous avez une trésorerie qui vous permet de couvrir vos achats, vos salaires, etc. Hein, si par exemple vous êtes artisan, je sais pas, on va dire cuisiniste, vous devez acheter du mobilier de cuisine, des éviers, du carrelage, peu importe quoi, tout ça vous allez devoir le payer. Il faut qu'il y ait une contrepartie, c'est les acomptes et les termes intermédiaires de paiement. D'accord ? Être très rigoureux sur les factures. On fait une prestation, on la facture tout de suite et on demande l'argent tout de suite. On ne fait pas la facture au bout d'un mois. D'accord ? Ça paraît un peu bébête. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, on m'entend. Bon, super. Donc souvent, il y a beaucoup de défaillances parce qu'il y a un manque de rigueur dans le suivi de la trésorerie. Les gens qui disent je fais ma facture à la fin du mois, c'est peut-être gentil pour les clients, mais ils se font mal à eux-mêmes. Je vais faire l'exemple de trésorerie sur l'entreprise de pâtisserie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un exemple réel de personne qui est suivie par l'ADI. Donc on voit l'effet du départ avec l'investissement et le financement. Sur ce plan de trésorerie, on a mis les ventes mois par mois. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a mis les ventes de manière assez progressive. 3 600 le premier mois, 4 800, 6 000. Ne partez pas tout de suite en disant je vais faire le plein dès le premier mois. C'est quasiment impossible. Donc, les achats, c'est proportionnel. Les charges fixes, malheureusement, elles sont fixes. Dès le premier mois, on est sûr de les avoir. Là, il n'y a pas de salariés. Les cotisations, donc on a décidé que la personne ne se payait qu'à partir du deuxième mois, ce qui est plutôt bien. Et donc là, on voit les cotisations. Les cotisations sociales, il y en a qui sont liées à l'entreprise et il y en a qui sont liées à la partie salariale. C'est pour ça qu'on voit que ça monte au fil du temps.
C'est une entreprise sur laquelle on est parti en régime hors TVA, hein, donc ce qui est généralement ce qu'on fait quand on démarre en micro-entreprise. On voit les encaissements et les décaissements, donc ce qui rentre sur le compte, ce qui sort sur le compte, et on a des encaissements qui sont supérieurs aux décaissements, de 2700 le premier mois, 2800 le deuxième mois, et on voit qu'à la fin de l'année, on a un solde positif de trésorerie de 16 000. C'est un beau business plan. Malheureusement, on a souvent des business plans qui sont moins attractifs. Si vous avez un solde cumulé qui devient négatif, ça veut dire qu'il faut trouver une source de financement pour boucher le trou. On a des cotisations sociales même lorsqu'on est rémunéré PAS. Oui, on a des cotisations sociales à partir du moment où on déclare du chiffre d'affaires. Oui. Sur l'URSSAF, dès le moment où vous déclarez du chiffre d'affaires, même si vous ne vous payez pas de salaire, vous allez payer des cotisations. Désolé. Donc, les cotisations sont sur le chiffre d'affaires? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, je ne vais pas aller dans les détails, il y a plusieurs régimes, le BIC, le BNC. Alors là, je n'ai pas le temps d'aller dans ces considérations-là. D'accord? Mais oui, en micro-entreprise, vous déclarez 0, vous payez 0. Mais vous déclarez 100, vous allez payer en moyenne entre 22 et 25. D'accord? Non, ça, c'est pas possible. En EI, les cotisations sur son bénéfice, non, ça, c'est pas possible. Il est forcément sur le chiffre d'affaires. En société, ça pourrait être vrai. En SASU, ça pourrait être vrai, mais pas en EI. Est-il possible de prendre des rendez-vous avec l'ADI? Oui, avec vos conseillers. Voilà, donc là c'est la même chose que le tableau précédent, mais mis sous forme de courbe. Là, c'est très clair, hein, il y a le point zéro, c'est comme son compte en banque. Il faut faire en sorte qu'on ne passe pas sous le point zéro. D'accord? Voilà, j'ai tenu en 50 minutes. Hein. J'essaye de remettre ma bobine en caméra, si ça veut bien. Je vois qu'on a eu vraiment beaucoup aussi de questions sur le régime de la micro-entreprise. J'ai mis dans le chat la prochaine webconférence qui aura lieu sur ce sujet, parce que là, aujourd'hui, ce n'est pas forcément le sujet. Il y a plein de subtilités. C'est ce que disait Didier sur le BIC, le BNC, les cotisations diffèrent. C'est de la prestation de service, de l'achat-revente. Donc, je vous invite vraiment à assister à cette webconférence. Ça pourra vous éclairer. Alors, je fais un petit aparté rapide sur l'ADI, puis on répond aux questions. Je vais aller assez rapidement pour que ça nous laisse un peu de temps pour les questions. Alors, oui, on peut être accompagné par l'ADI sans avoir besoin de prêt. La réponse est oui. Alors, concernant le prêt à l'ADI, c'est un prêt qui va jusqu'à 9 000 €, notamment si c'est la première fois qu'on collabore, et 12 000 € pour un refinancement. On peut intervenir, ce que je disais, donc au démarrage, mais aussi lors du développement d'une entreprise. Vous pouvez déjà avoir lancé votre entreprise depuis 1 an et avoir besoin de la développer et donc d'obtenir un financement. On peut intervenir dans ce cas-là, mais on va privilégier la progressivité du prêt, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément partir sur une très, très grosse somme à l'origine. On va vous prêter tant et ensuite, par exemple, 6 mois plus tard, vous avez besoin de refinancer un autre projet. Donc là, on peut réintervenir. Il ne faut pas partir du principe qu'on va vous financer forcément directement à 12 000 €. Je préfère être assez directe à ce propos pour éviter aussi des désillusions. Donc, au niveau du taux, il a évolué en janvier, donc c'est un peu particulier, étant donné que les taux de la Banque centrale ont baissé, nous aussi, tant mieux. Donc, pour un prêt qui est égal ou inférieur à 24 mois, on est à environ 8%, 8,07% exactement. Si c'est un prêt qui est sur plus de 24 mois, on sera à 9,74%. Voilà. Mais tous les détails, honnêtement, là, c'est vraiment la théorie. Moi, je vous invite vraiment à voir avec le conseiller qui pourra vous faire vraiment l'estimation au plus juste. Là, c'est les grandes lignes. Mais tout diffère, tout va dépendre de votre situation, de combien vous empruntez. De tête, je ne pourrais pas vous faire un calcul. Voilà.
La principale condition, ça va vraiment être d'avoir quelqu'un qui puisse se porter caution. Et quelqu'un qui se porte caution, c'est aussi quelqu'un qui a confiance en votre projet. Et cette personne va s'engager à hauteur de 50% du prêt. Imaginons que vous empruntez 6 000 euros. Cette personne, qui peut être votre père, votre mère, un ami, un frère, une sœur, un collègue, s'engagera sur 3 000 euros. C'est-à-dire 50% de la somme. Voilà. Et on va financer tout type de besoins, que ce soit du stock, de la trésorerie, de l'investissement, notamment de la trésorerie, parce que les banques généralement financent plutôt du matériel et pas forcément de l'immatériel comme de la trésorerie. Donc, on propose aussi de l'accompagnement, c'est ce que disait Didier. Didier fait partie aussi des bénévoles qui accompagnent les entrepreneurs, que ce soit sur des volets, donc plutôt coaching personnalisé, de pouvoir voir en fait quels sont vos besoins personnels, donc sur du commercial, du financier, du juridique, de l'administratif, ou de l'accompagnement collectif, notamment avec notre formation J'entreprends avec l'ADI, qui est une formation qui intervient plutôt pour des personnes qui sont presque prêtes à s'y matriculer, mais qui ont encore besoin aussi d'être accompagnées, notamment sur le plan administratif, sur la vente, sur la gestion notamment d'une micro-entreprise. Voilà. Ça, je vous invite vraiment à voir avec votre conseiller et vraiment évoquer avec lui tous vos besoins. On propose aussi une offre d'assurance, assurances qui sont généralement obligatoires, mais pas forcément à tous les coups. Ça va vraiment dépendre de l'activité. Mais quand bien même ce n'est pas obligatoire, je vous invite vivement de votre côté à vous assurer, notamment en responsabilité civile professionnelle, parce que imaginons vous allez chez un client, vous cassez le plus beau vase qu'il avait chez lui qui coûte 1 000 euros. Si vous n'êtes pas assuré, c'est vous qui paierez. C'est un exemple. Ensuite, il faut aussi assurer son local si vous avez un local en tant qu'entrepreneur. C'est très important. Et on propose aussi une assurance auto à des prix préférentiels. Voilà. Et on propose aussi des bons plans, notamment avec des banques, notamment pour la comptabilité. Ça, c'est vraiment une grosse demande aussi auprès des entrepreneurs. On propose aussi des comptes bancaires professionnels, mais je rebondis sur le fait que le compte pro n'est toujours pas obligatoire, même si les banques parfois vous le suggèrent plus ou moins, c'est faux. Par contre, si vous dépassez un chiffre d'affaires de 10 000 euros durant 2 années consécutives, vous devez séparer votre compte perso et votre compte, et vous devez avoir un second compte pour votre activité entrepreneur. Mais je vous conseille vivement d'avoir 2 comptes séparés dès le début, parce que généralement, on a tendance à vite s'embrouiller et vous risquez de ne plus savoir où vous en êtes, et c'est comme ça généralement qu'on se retrouve avec des découvertes. Voilà. Donc, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. Alors, j'ai vu une question sur l'étude de marché. Donc, bon, je ne vais pas aller dans les détails, sinon ça prendrait 1 heure aussi. C'est un préalable. Il faut absolument faire un minimum d'études de marché quand on veut se lancer. La donnée la plus importante, c'est d'étudier vos concurrents. Et les concurrents, il faut être précis et détaillé. C'est-à-dire ceux qui vont être dans la zone ce qu'on appelle la zone de chalandise, là où vous vendez. Donc, évitez d'aller chercher des choses trop générales sur Internet. Et une deuxième chose importante dans l'étude de marché, c'est l'étude de la réglementation. En France, la plupart des métiers sont réglementés. Quels sont les diplômes qu'il faut avoir, quelles sont les règles d'hygiène, etc. Et ça, c'est vraiment 2 choses importantes. Après, il y a plein d'autres choses dans l'étude de marché. Là aussi, il y a des formations ADI qui existent, et il y a l'accompagnement qui, je l'ai écrit, qui est gratuit. Hein. Les bénévoles accompagnent gratuitement pour vous aider à faire... on ne va pas faire l'étude de marché pour vous. Par contre, on va vous dire comment chercher des informations, on va vous stimuler là-dessus. Un plan marketing, on fait aussi des formations de marketing digital ou marketing classique. Comment faire de la prospection, quelles sont les différentes méthodes de prospection. Donc là, il y a des formations qui sont gratuites, qui sont organisées par les agences de l'ADI. L'appel de cotisation de mon mari, artisan. Ah, ça va trop vite. J'ai plus le temps de lire. Attention, parce qu'il y a en entreprise individuelle ou en micro-entreprise? Non, micro-entreprise, c'est un régime. C'est forcément entreprise individuelle. Oui, en entreprise individuelle, c'est une cotisation différente.
Oui, mais ça va dépendre du BIC ou du BNC. C'est-à-dire que quand on va aller à l'URSSAF, on va dire j'ai fait, je sais pas, 4 000 € de chiffre qui sont en BNC, par exemple, et il vous dit, clac, ça fait 23%. C'est comme ça que ça marche sur le site de l'URSSAF. Une période franche de 3 mois dans le remboursement. Alors ça, il faut voir avec les conseillers. Il peut y avoir, dans certains cas, ce qu'on appelle des différés de remboursement, oui. Mais ça, c'est les conseillers qui peuvent, sur un dossier précis, qui peuvent vous le dire. Alors, j'ai une question sur le prix change selon les périodes et aussi les promotions. Alors ça, oui, on peut calculer un prix et puis dire, je vais faire des discounts à droite et à gauche. Donc là, ça va s'appeler la politique de prix. Donc je vais instaurer un prix qui est un peu virtuel à 100 et je sais très bien que je peux vendre tranquillement à 80 voire à 70 et je vais jouer avec ça. Donc ça, c'est typiquement pour le taux de remplissage. Un hôtelier, les voyagistes, souvent ils jouent avec ça. C'est des modèles assez compliqués. Il ne faut pas faire ça sur des pizzas. Mais sur des modèles compliqués, oui, on peut avoir un prix un peu virtuel. Alors le prêt d'honneur, là je préférerais que ce soit aussi les conseillers qui vous renseignent, parce que quand on fait un montage financier, là les bénévoles, nous, on est là pour vous aider sur la mise en œuvre du projet, et le conseiller plutôt pour attribuer un prêt. Il peut y avoir un prêt d'honneur qui va représenter une partie du prêt en fonction de critères qui vous sont particuliers. Critères d'âge, critères encore une fois, si on est dans un quartier prioritaire de la ville, etc., il peut y avoir des prêts d'honneur qui sont accordés. Et le prêt d'honneur, lui, est dispensé de taux d'intérêt. En général, un prêt d'honneur, on est entre 1 000 et 3 000 €. On n'est pas... Mais bon, c'est toujours ça. RSA. Alors, les questions, si vous avez le RSA, vous avez droit à l'ACRE la première année, tout à fait. Alors, l'ACRE, c'est la division des cotisations par 2. Comment faire un prévisionnel sur un bar? Plein de tarifs. On modélise. On va pas calculer le prix du whisky, le prix de la bière, on va faire des catégories de boissons, des catégories de prestations, et on va multiplier, on va dire le verre moyen, il est à 10 €, et je vends 200 verres moyens par jour. Surtout pas rentrer dans les détails trop précis. Les questions, ça défile tellement vite que je n'ai pas le temps de les lire. Il y a une question sur une association en gros, c'est une association qui souhaite en gros lui faire un don à la personne et est-ce que ça rentre dans son chiffre d'affaires ou ça rentre sur une autre ligne comptable? Alors, si on est en entreprise individuelle, ça va être un don de nature don personnel. Si on est en société, en SASU, etc., là, ça peut être un apport en capital. Ok. Là, l'apport en capital n'est possible que sur une société. Sinon, ça va être un don, un don normal. Il y a des questions aussi pour prendre la procédure à suivre pour bénéficier de l'ACRE, quand vous vous immatriculez, vous allez à l'INPI pour ouvrir l'entreprise, et sur le site de l'URSSAF, il faut ouvrir aussi un compte à l'URSSAF, et à l'URSSAF, quand vous êtes sur leur site, vous avez demandé l'ACRE. Et donc, il vous dit toutes les conditions pour obtenir l'ACRE, Pôle emploi, France Travail, quartier prioritaire, moins de 30 ans, etc., etc. Vous remplissez tout ça, vous mettez la pièce justificative qui convient, et vous avez la réponse en moins de 2 semaines. Ça vaut le coup de le tenter parce que je l'ai tenté une fois pour quelqu'un qui ne répondait pas aux critères, mais qui était handicapé. Et j'ai mis son statut de travailleur handicapé, et alors que ce n'était pas marqué dans les conditions, il a bénéficié de l'ACRE. Donc, ce n'est pas long, il y en a pour un quart d'heure. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec un conseiller ADI, je vous invite vivement à nous contacter au numéro qui s'affiche. De toute façon, je vais vous envoyer le replay, vous aurez accès au numéro.
Donc, je vous invite vivement à nous appeler de cette façon-là. Et puis, en scannant le QR code, vous pouvez retrouver notre site internet et notamment l'agence la plus proche de chez vous. Je vais répondre à la question sur les impôts. Le résultat avant impôt, naturellement, il y a les impôts qui viennent derrière. Donc là, ça va dépendre du régime de votre entreprise, si vous êtes en entreprise individuelle ou en société. En entreprise individuelle, le résultat va se cumuler avec vos revenus personnels. C'est-à-dire que les impôts vont faire la somme de vos revenus personnels si vous êtes par exemple salarié et de l'entreprise, et vous serez imposé sur la somme. Vous pouvez, dans certains cas, choisir un régime fiscal où vous allez vous payer un prélèvement dit forfaitaire. Ça peut être intéressant si vous êtes en couple, où vous avez une des deux personnes du couple qui a un salaire important et l'autre qui ouvre sa société. C'est-à-dire que là, elle va éviter de faire payer des impôts sur la partie du salaire important. Alors ça, il faut le voir avec, pareil, les conseillers, les bénévoles, voire appeler les impôts. Si vous êtes en société, c'est beaucoup plus... on va pouvoir se mettre soit en IS, impôt sur les sociétés, soit en IR, impôt sur le revenu. Alors là, c'est pareil, c'est pas en 5 minutes que je vais expliquer tout ça. Et donc là, il faut calculer, suivant sa situation personnelle, est-ce que j'ai intérêt à payer de l'impôt sur la société ou est-ce que j'ai intérêt à payer de l'impôt sur le revenu? Si vous êtes en société, vous avez un comptable, et normalement, un bon comptable, il va vous donner des bons conseils par rapport à ça. Ça dépend des valeurs, ça dépend de sa situation personnelle. En société, on a beaucoup plus de leviers. Donc, on va pouvoir décider soit de se verser des dividendes, soit de se verser du salaire, soit de ne pas se verser cette année, mais de se verser l'an prochain. Donc, en société, on a beaucoup plus de leviers pour optimiser ça. En entreprise individuelle, on a très, très peu de leviers, en fait. J'ai pas pu voir le passation petit local. Pour la question sur le massage, excusez-moi si je réponds pas à tout, mais c'est parce que ça défile trop vite. Sur le massage, il faut faire un prévisionnel financier. J'ai pas de local, je travaille chez moi, je regarde ce qui se passe et on fait un deuxième prévisionnel financier. J'ai mon local. Et je vois la différence entre les deux prévisionnels. Et si le fait d'avoir un local me permet d'avoir plus de clients, c'est peut-être intéressant. Sinon, mais là, il faut faire des simulations. Il faut faire la simulation cas numéro 1, cas numéro 2. Encore, on s'arrêtera à 10, encore une ou deux questions. Voilà. Le seuil max pour de l'artisanat en entreprise individuelle, c'est dans les 170 000 euros. En service, c'est dans les 80 000 euros. Je donne les ordres de grandeur, hein, je n'ai pas les chiffres par cœur. Oh là, si on a une holding. Alors là, oui, il faut faire avec les filiales, mais alors là, c'est un peu plus compliqué que les documents que j'ai présentés. Non, je ne suis pas dans le 20e, je suis dans le 91, moi, je suis dans l'Essonne. Je propose qu'on puisse conclure. En tout cas, on espère que ça a pu vous éclairer. C'est un sujet qui est assez complexe, qui était là pour le coup, c'était vraiment pour donner les grandes idées, mais on vous invite aussi de votre côté à faire vos recherches et à vous faire accompagner. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu veux faire le mot de la fin, Didier. Oh non. Merci pour toutes vos questions. C'était pas forcément facile. Désolé si j'ai pas pu montrer ma bobine pendant toute la conférence. C'était juste pour essayer de m'assurer que ça allait pas planter. Merci à tous. Bonne chance à tous dans vos projets. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.